En principe, la définition de la méthode d'échantillonnage dépend de la population. C'est-à-dire, nous avons quel type de population? Est-ce que nous avons une population connue ou une population non connue? Je donne un exemple. Si moi je travaille sur le consommateur marocain du prêt-à-porter, je n'ai pas une population connue. Pourquoi? Parce que tous les consommateurs marocains pourraient acheter et il n'existe pas au jour d'aujourd'hui une base de données avec des identifiants de chaque répondant ou de chaque personne qui appartient à cette population. C'est de ça que je parle. Lorsque j'ai une population connue, bon, ça vous le lisez beaucoup dans les livres de statistiques, etc. Mais je pense que si vous êtes là en train d'écouter ce live, c'est beaucoup plus pour avoir des aspects plus pratiques pour vous aider à vous orienter plus facilement. C'est-à-dire quoi une population connue? Une population connue, c'est une population pour laquelle je dispose d'une base de données exhaustive avec les identifiants de chaque personne qui appartient à cette population. Une population non connue, c'est-à-dire c'est une population pour laquelle je ne dispose pas de ces données-là. Et donc, une population connue pourrait être les clients de Maroc Télécom. C'est une population connue. C'est que l'entreprise Maroc Télécom a une base de données exhaustive de tous ses clients avec leur ID, avec leur numéro de téléphone, quand est-ce qu'ils ont changé de numéro, leur forfait, leur consommation, etc. Donc, c'est une base de données plus ou moins qualifiée. Hein. On parle de base de données qualifiée lorsque nous avons beaucoup de critères, une base de données moins qualifiée lorsqu'on a moins de critères pour cette base de données, pour cette même base de données. Et donc, lorsque j'ai une population connue, là, je pourrais avoir les échantillons probabilistes. Lorsque j'ai une population non connue ou inconnue, là, je vais vers les échantillons non probabilistes, qui sont les échantillons par choix raisonné, par quota ou par convenance. Alors, je vais commencer par les échantillons probabilistes. Mais juste pour vous dire, les échantillons probabilistes, on ne peut les faire que lorsque nous avons plus ou moins la garantie que nous pouvons avoir accès à ces données-là. Ce n'est pas une chose qui se passe dans la théorie. Non, il faudrait avoir la base de données, l'avoir sous les yeux déjà, pour la qualifier et voir vous avez combien de personnes dans cette population. Par la suite, vous allez voir est-ce que l'échantillon composé, et tout à l'heure on va voir les règles de calcul d'échantillonnage, lorsqu'on verra la taille de l'échantillon, est-ce qu'elle est accessible pour vous ou pas? Parce que vous pouvez avoir une population de dizaines de millions de personnes, et donc l'échantillon minimal sera de 7000, 8000 ou 9000 répondants. Et donc dans ce cas, si vous choisissez la technique probabiliste, c'est comme si vous vous tirez une balle dans les pieds. C'est-à-dire, vous dites, selon la théorie, voilà ce qu'il faut faire, mais après, vous allez chercher à justifier vos limites d'accès au terrain. Et donc, tout ça, ce sont des choses à voir dans un premier temps avec votre directeur de thèse, mais aussi vous avez la responsabilité d'effectuer des choix et que voilà que vous puissiez les assumer. Et donc là, je dis, essayez d'avoir accès à la base de données, essayez de calculer la taille de l'échantillon pour voir est-ce que la taille de l'échantillon est faisable, c'est un projet faisable pour vous. Essayez de voir si vous allez pouvoir accéder à ces données. Après que ces trois règles soient remplies, là, vous pouvez choisir l'échantillon probabiliste. Bon, les échantillons probabilistes, bien sûr, sont plus robustes et donc vous aurez plus de chances de publier des articles dans des revues internationales indexées et voilà, tout ce que vous voulez grâce aux échantillons probabilistes parce que c'est un peu plus robuste. Et donc, rapidement, je vais détailler ces types d'échantillons. Donc, l'échantillon probabiliste aléatoire simple. Donc, l'échantillon probabiliste aléatoire simple, c'est lorsque j'ai une base de sondage de la population et je vais faire un tirage aléatoire de l'échantillon composé. Par exemple, après avoir eu la population, j'ai une population par exemple de 5000 personnes et donc l'échantillon est de 800 personnes. Et donc, je vais sélectionner ces 800 à partir de cette base de données, mais sur papier, sur papier, sur la base de données elle-même. Je les sélectionne d'abord sur la base de données. Et dans un deuxième temps, je vais les contacter. C'est-à-dire, je sélectionne l'ID numéro 18, l'ID numéro 22, l'ID numéro 125, l'ID numéro 128, etc. Donc, c'est un aléatoire simple, mais par ID, par identifiant de répondant. Ça dépend de ce que j'ai dans l'identifiant.
j'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse mail, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je le sélectionne dans la base de données d'abord et après je vais le contacter. C'est ça les échantillons aléatoires. Et ça se passe toujours comme ça, hein. L'échantillonnage se passe au niveau de la base et après on les contacte, en principe. Deuxième type d'échantillon, c'est l'échantillon systématique. Euh, L'échantillon systématique, c'est lorsque je vais constituer ce qu'on appelle les pas. Alors, un pas est égal à la taille de la population sur la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, j'ai 1200 personnes à avoir d'un échantillon de 6000. Et donc, je vais faire le calcul. Ce que je vais faire, je vais prendre le premier ID et sauter le pas, qui est ces 8 ou 7 personnes, sélectionner le deuxième, sélectionner un pas, sélectionner le troisième, sauter le pas, sélectionner le quatrième, et ainsi de suite. Comme ça, nous aurons la certitude que notre échantillon ne pourrait pas être concentré dans une seule zone ou dans un seul segment qui pourrait être particulier. D'une manière générale, ce type d'échantillonnage, on le fait lorsque nous avons des cibles réparties du point de vue géographique. La répartition géographique, c'est important. Lorsqu'on était dans le monde des enquêtes professionnelles, on avait une méthode qui s'appelait le quiche. Donc cette méthode, elle se basait plus ou moins sur la sélection des portes et des maisons à sonder. Et donc, il fallait toujours sauter un nombre de numéros de maisons avant de tomber sur la maison à sonder. Parce que parfois, dans un même quartier, il y a 2 niveaux ou 3 niveaux d'habitat différents, haut standing, moyen standing, social, etc. Et donc, il fallait sonder vraiment tout le monde. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aller dans ce sens. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est ce que vous allez pouvoir défendre votre choix d'échantillonnage lorsque vous rédigez votre paragraphe méthodologique. Et ce sont vos choix, hein. C'est vous qui devez justifier. Vous n'allez pas trouver cela dans des ouvrages ou dans des bouquins. Dans les ouvrages, dans les bouquins, on va vous exposer, mais on va jamais vous dire quel type d'échantillonnage s'adapte le plus à votre propre problématique. Sauf si vous trouvez des travaux de recherche qui ont traité la même problématique et qui ont opté vers un type d'échantillonnage. Là, oui, là, vous pouvez vous baser sur leur choix à condition que vous ayez les mêmes moyens que ceux desquels disposaient plus ou moins les chercheurs que vous citez. Alors, l'échantillon stratifié, c'est lorsque la population, dès le départ, se présente sous forme de catégories. Naturellement, c'est-à-dire lorsque j'ai une population de cadres, bon, là nous savons qu'il y a le management des juniors, il y a le management des seniors, hein. J'ai le management des hommes et le management des femmes, ça dépend du type d'activité. Donc si la nature de la problématique impose que la population soit scindée en segments, eh bien, il faudrait reprendre la même logique de segmentation au niveau de votre échantillon. Dans ce cas, on appelle ce type d'échantillon l'échantillon stratifié. Donc, l'échantillon stratifié, c'est lorsque nous aurons des strates. Alors, chaque strate correspond à un segment de la population mère. Et à l'intérieur de chaque strate, vous aurez un échantillon aléatoire simple. Et par la suite, vous allez passer au sondage lui-même. Nous avons l'échantillonnage à plusieurs degrés et c'est lorsque nous commençons par effectuer un échantillonnage aléatoire simple sur un premier niveau. Par exemple, là, j'ai une population de Marocains. Alors, les Marocains, c'est trop large. Vous voyez, les Marocains, c'est tellement large qu'il faudrait faire des choix. Par exemple, la question du citoyen. Donc, le citoyen marocain. Et donc, cette personne-là, lorsqu'elle va vouloir passer à son échantillon, si jamais elle a une base de données exhaustive de tous les citoyens, elle va devoir travailler par choix. Est-ce qu'elle aura les hommes ou les femmes? Est-ce qu'elle aura les jeunes ou les moins jeunes? Est-ce qu'elle aura la catégorie socio-professionnelle A, B, C, D ou E? Est-ce qu'elle aura des personnes appartenant à toutes les préfectures ou pas? Est-ce qu'elle aura des personnes de différents quartiers ou pas? Vous voyez donc maintenant les critères de choix sont plusieurs.
L'échantillonnage à plusieurs degrés, c'est lorsqu'on va prendre tous les critères et on va prendre des petits échantillons de chaque critère. Je m'explique. Il va commencer par dire quel est le critère le plus général. Là, on va dire ce sont les quartiers de Casablanca, les gros quartiers. Donc, lorsque nous avons les gros quartiers ou les grosses préfectures, il y en a par exemple 12 ou 15. Donc, premier type d'échantillonnage, on va prendre aléatoirement 3 ou 4 de ces 12. Ça, c'est le premier degré. C'est le choix des quartiers. Après avoir effectué le choix des quartiers, deuxième niveau de choix, ce sont les catégories socio-professionnelles. Quelles sont les catégories socio-professionnelles que nous allons viser? Toutes les catégories où on va se focaliser uniquement sur 2 ou 3. Si on va se focaliser uniquement sur 2 ou 3, c'est-à-dire les AB, je vais dire, hein, les AB, puis les C, puis les E, par exemple, uniquement ces 3, ça c'est un deuxième niveau qu'on va effectuer à l'intérieur du premier niveau d'échantillonnage qui était celui des quartiers. Troisième niveau, les âges, les catégories d'âge. Quelles sont les catégories d'âge que nous allons prendre? Non, on ne va pas prendre toutes les catégories d'âge, mais on va prendre plus ou moins la catégorie 18-25, la catégorie 35-45 et la catégorie 56 et plus, par exemple. Et ainsi de suite. En tout cas, ce sont des logiques de découpage de l'échantillon, mais c'est un échantillonnage qu'on fait sur la base des critères lorsque les critères sont nombreux et comme vous voyez, ce sont des choix. Hein. Le chercheur effectue des choix qu'il doit défendre. C'est à vous de voir comment vous voulez les défendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser son sujet avant d'aller vers l'approche quantitative. Et donc l'approche quantitative ne s'adapte pas aux problématiques qui sont encore peu développées ou immatures. Je pense le dernier échantillon probabiliste que nous avons, c'est l'échantillon par grappe. Alors, l'échantillon par grappe, ça ne ressemble pas vraiment à celui qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est lorsque la population elle-même se présente sous forme de grappe. C'est quoi une grappe? Une grappe, c'est un petit groupe homogène. C'est une grappe, un petit groupe homogène. Je prends un exemple. Les étudiants du Maroc. Si mon questionnaire porte sur les étudiants, par nature, s'organisent sous forme de petits groupes. Les étudiants de l'université X, de l'université Y, de l'université Z, de l'école X, de l'école Y, de l'école Z, de l'institut X, de l'institut Y, de l'institut Z. Et donc là, j'ai plusieurs types de structures. Et chaque structure regroupe un nombre important de personnes. Les facultés, les universités regroupent beaucoup de personnes, les écoles de commerce regroupent un peu moins de personnes, les écoles d'ingénierie encore moins de personnes, des facultés de médecine, de pharmacie, etc., etc. Et donc, lorsque la population de base se présente sous forme de grappe, là, l'échantillon par grappe serait de prendre quelques grappes et de prendre la grappe tout entière au niveau de l'échantillon. Ici, si je vais prendre des étudiants de l'université, ça va être beaucoup trop, hein, parce que une université peut compter jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 étudiants. Hein. Donc c'est énorme. Par contre, si je travaille sur les étudiants en première année, les étudiants en première année, donc je sais que les étudiants en première année ne sont pas trop nombreux, et donc je prendrai un échantillon, c'est-à-dire les étudiants de première année de l'École nationale de commerce et de gestion de Stade, un échantillon d'étudiants de première année qui est composé des étudiants de première année de la faculté de médecine et de pharmacie, par exemple, de Casablanca. Je prendrai l'étudiant de la première année de l'École nationale des sciences appliquées, etc. Donc, je prendrai 4, 5 ou 6, mais je fais appel à ce type d'échantillon lorsque j'essaie d'avoir une homogénéité intra-grappe. Lorsque j'ai envie d'avoir des tendances générales, lorsque j'ai envie qu'un ensemble de personnes me disent la même chose. Vous voyez, ce n'est pas lorsque je cherche à avoir des idées tirées des individus. Non, lorsque je cherche à avoir des petites collectivités quand même.